À peine quelques mois d'usage, la route Sakonissé-Koudougou réhabilitée à plus de 7 milliards de francs CFA s'est dégradée avant même que l'infrastructure ne soit réceptionnée. À qui la faute? Que s'est-il passé? Le gouvernement veut voir clair dans la situation. Une expertise sera faite, indique le ministre des Infrastructures, qui a effectué une descente sur les lieux ce jeudi. Maître Benewende Sankara, prêt à démissionner de son parti politique pour s'engager pour la défense du territoire. Non, ce n'est pas du populisme, a-t-il dit. L'ancien ministre et actuel président de l'Union MPS s'est fait enrôler ce jeudi sur la liste des candidats pour être volontaire pour la défense de la patrie. Et puis, à suivre ce soir, dans un grand format, l'engagement d'un homme à Bobo Dioulasso, un homme au service des cimetières. Daouda Sano dit « L'homme du cimetière est un jeune bénévole qui accompagne les familles lors de l'inhumation de leurs défunts. D'où viennent sa motivation et son engagement? Gros plan sur ce jeune au cœur généreux dans cette édition. Voilà, donc pour le plat de résistance de ce journal, bonsoir à toutes et à tous. Mais avant de vous développer tous ces titres, voyons cet appel du gouvernement. Ne laissez personne de côté, pensez à tous. Dans un contexte sécuritaire difficile et de vie chère, où l'insécurité alimentaire et la faim menacent des millions de Burkinabés, l'État et ses partenaires célèbrent la 42e journée mondiale de l'alimentation. Une occasion donc d'appeler à plus de solidarité et d'action collective en faveur des personnes vulnérables. Maxime Ilboudou. Près de 3,5 millions de Burkinabés éprouvent toujours des difficultés à avoir accès à une alimentation saine et équilibrée selon le ministère en charge de l'agriculture. Ce chiffre représente 16% de la population du Burkina avec un indice de faim d'environ 25%. Cette situation pourrait s'aggraver avec l'augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché, la réduction du pouvoir d'achat des ménages et les difficultés d'approvisionnement de certaines localités sous menace terroriste. Il y a encore quelques personnes qui ont besoin d'être soutenues pour qu'ensemble nous parvenions à un niveau de nutrition adéquate. Parce qu'il ne s'agit pas de manger, mais il faut bien manger. Cela veut dire que notre alimentation doit nous apporter tout ce dont notre corps a besoin pour que nous puissions exercer une activité normale. À l'occasion de la 42e journée mondiale de l'alimentation, célébrée en différé ce 17 novembre, les acteurs du système alimentaire veulent se donner les moyens et les outils nécessaires pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Parmi les actions menées, il y a la mise en œuvre du plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition, la subvention des moyens de production agro-pastorale et halieutique. Nous sommes en train de réfléchir pour engager les réformes qu'il faut, les actions qu'il faut, pour que dès la campagne humide prochaine, nous puissions travailler de sorte que la production soit améliorée de manière significative. Nous ne visons pas 2% d'augmentation ou 5%, c'est 20 à 30% au moins pour la première session. Et lorsque les productions sont importantes et diversifiées, nous sommes sûrs d'atteindre la sécurité alimentaire dans une perspective très proche. Le pays dispose assez de terres cultivables pour produire et nourrir sa population. Le problème réside au niveau des changements climatiques, le manque d'expertise dans le domaine et de moyens conséquents pour l'exploitation du potentiel des terres cultivables. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture travaille à changer les modes de production, d'approvisionnement et de consommation des semences de sorte à éliminer la faim à l'horizon 2030. L'alimentation s'est améliorée significativement au Burkina parce qu'il y a une diversification de production et les techniques de production. Derrière nous, vous avez vu un four au gaz qui permet de transformer le poisson tout en conservant, j'allais dire, tous les nutriments qui sont nécessaires à notre corps. La célébration de la Journée mondiale de l'alimentation se veut aussi un cadre pour promouvoir les produits agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques.
Les réflexions sont tournées autour du thème « Ne laissez personne de côté ». Amélioration de la production, amélioration de la nutrition, amélioration de l'environnement et amélioration des conditions de vie. Toujours sur le front de la lutte contre l'insécurité alimentaire et dans bien de domaines au Burkina Faso, il y a le SPONG à travers ses membres qui sont actifs sur le terrain. Dans l'exercice de leur mission, ces ONG de développement sont exemptées d'impôts sur le bénéfice, mais attention, elles ont des obligations fiscales tout de même, des mesures qui ne sont pas toujours maîtrisées par toutes les ONG. Alors, leur fêtière qu'est le SPONG veut remédier à cette carence qui n'honore pas ce domaine. On retrouve une fois de plus Maxime Ilboudou. Ils sont fiscalistes et responsables des questions financières du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. À l'initiative du comité d'éthique, ces acteurs se mettent en phase avec les nouvelles dispositions du Code général des impôts applicables aux ONG. L'objectif est de renforcer leur connaissance sur les opérations douanières et le traitement des cotisations sociales. L'idée est de réduire les erreurs administratives des agents qui font souvent l'objet de pénalités fiscales. Il y a également les cartes jaunes. Les cartes jaunes, c'est ce qu'on appelle l'importation temporaire. Ça veut dire que nous jouissons de ne pas payer les impôts, la douane sur ces véhicules, mais nous ne devons pas l'utiliser à toutes les fins. Et ça aussi, il y a des délais. Je pense que chaque année, on doit renouveler cette carte jaune-là, qui ne coûtait que 5 000 francs. Et quand même, il arrive des ONG qui oublient de les renouveler. Quand on vous attrape, parfois la douane met les véhicules en fourrière. Et ça, c'est grave quand c'est un véhicule d'une ONG est mis en fourrière. Les organisations à but non lucratif ne payent pas d'impôts sur les bénéfices à en croire le conférencier, mais elles ont des obligations fiscales, notamment l'impôt sur les salaires qu'elles doivent reverser. Le régime fiscal spécifique aux associations est en pleine mutation et cela n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement de ces structures. Nous avons des problèmes présentement parce que l'État est intervenu pour changer la convention avec les ONG. Et dans ça, l'État est devenu plus dur. Quand je prends au niveau de la douane, maintenant, ils exigent un certain nombre de choses. Il y a par exemple le certificat d'opérationnalité. Ça veut dire qu'une ONG qui n'est pas opérationnelle, qui n'a pas de ressources à un moment donné et que l'année en question, il n'a pas pu mener des activités, il lui sera difficile de pouvoir déposer un rapport en bonne et due forme et bénéficier d'un certificat d'opérationnalité. Dans le temps, c'était encore plus flexible, mais maintenant, là, ils ont mis un peu le pied sur la pédale. Durant 2 jours, une soixantaine d'agents du SPONG vont revisiter les modalités d'obtention et d'utilisation des documents d'exonération, le calcul de retenue d'impôts et la législation applicable aux opérations douanières des ONG. Elle est assurée par ses experts de la Caisse nationale de sécurité sociale, de la douane et des impôts. Il y a un module qui est dédié aux déclarations, aux obligations déclaratives des ONG, associations et fondations. Et après ce module, il y a un module effectivement relatif aux exonérations. L'une de nos batailles, effectivement, c'est de se rapprocher effectivement des contribuables, des usagers, pour une synergie, pour qu'on puisse vraiment se comprendre. À terme, le SPONG entend améliorer la collaboration de ses membres avec les services publics pour une meilleure gestion de la chose publique. Ce n'est pas du populisme. Je suis à la disposition des forces de défense et de sécurité. Voici les mots prononcés par Maître Benouendé Sankara après être inscrit comme candidat au poste de volontaire pour la défense de la patrie. Comme s'il savait que son acte susciterait des polémiques, l'ancien ministre et président de l'UNIR, MPS, s'est voulu un peu plus clair. Il est prêt à tout abandonner pour aller défendre sa patrie au prix de sa vie. Abdou Aziza Sarré. Dans une tenue militaire, il se dirige vers la salle de réception des documents d'identification accompagné de ses proches collaborateurs. Maître Benouendé Sankara a déjà servi le Faso en tant que ministre en charge de l'habitat et veut maintenant le défendre face aux groupes armés terroristes qui continuent d'endeuiller des familles. Raison pour laquelle il est venu se faire enrôler ce 17 novembre comme volontaire pour la défense de la patrie au plan national. J'ai été moi-même
CDR pour défendre la révolution. Aujourd'hui, je suis VDP pour défendre la patrie. Et cet engagement aussi s'inscrit en droite ligne des idéaux de l'UNIR MPS, mon parti politique, qui fait du slogan « La patrie ou la mort » une réalité. Loin d'être un acte populiste à des fins politiques, comme pourraient le penser certains, Benouendé Sankara compte réellement aller au front le moment venu. Ce n'est pas du populisme. Je suis à la disposition des forces de défense et de sécurité au plan national, c'est-à-dire partout où le devoir va m'appeler, je suis prêt. Et pour cela, le président de l'UNIR MPS est même prêt à démissionner de la présidence de son parti pour se conformer à la loi portant institution de VDP qui stipule à son article 19 que toute personne désirant s'engager comme VDP et appartenant à un organe dirigeant quelconque d'une organisation à caractère politique ou syndical est tenu de démissionner du dit organe avant son incorporation. Je suis prêt pour ça. Ne vous inquiétez pas. La loi portant VDP a été votée quand j'étais à l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que l'opposition, comme la majorité, avait voté cette loi, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les chefs de parti doivent être des chefs de guerre pour aller au front. Et moi, je suis prêt avec mes militants pour défendre le Burkina Faso. À ce jour, ce sont plus de 4000 volontaires qui se sont déjà inscrits sur la liste des VDP dans la région du centre. La date limite des enrôlements est prévue pour ce 18 novembre. Voici une autre forme d'engagement et de don de soi pour la patrie. En décidant d'embrasser un domaine où il y a peu de volontaires, Daouda Sanou s'illustre de la plus belle des manières à Bobo-Dioulasso. Depuis 2 ans maintenant, il s'est mis au service du cimetière route de Banankeledara. Il ne se contente pas d'assainir ce lieu incontournable. Il assiste également les familles de sorte à offrir une sépulture digne au défunt. Majid Bakouan l'a rencontré. Voici pour vous son reportage avec la voix de Roméo Koïta. Cimetière, route de Balanké-les-Daga. Une nécropole située dans l'arrondissement 2 de Bobo-Dioulasso. C'est ici que Daouda Sanou, connu sous le pseudonyme de l'homme du cimetière, passe presque toute sa journée. Son travail, prêter main forte aux familles pour enterrer dignement leur corps. Il aide notamment à creuser les tombes, et cela depuis près de 2 ans. Je viens probablement chaque jour. Si je ne suis pas malade, s'il n'y a pas quelque chose dans la famille à faire, souvent j'ai des petits business aussi. Sinon, je me viens ici chaque jour, chaque matin, pour travailler, pour aider les gens. Bon, quand je viens, j'aide les gens à creuser les tombes. Je ne les fais pas pour le nom, je les fais à cause de Dieu, mais il y a certains qui ont bien compris aussi que j'ai fait ce boulot à cause de Dieu. Je pense que le reste de ma vie, je vais passer ça ici. Daouda Sanou ne se contente pas de creuser. Il va parfois jusqu'à s'allonger dans les tombes pour aider les proches du défunt à avoir les bonnes mesures des corps. Moi, ma taille, ce n'est pas une taille normale. Souvent, je demande aux gens, est-ce que la personne, sa taille me vaut? Me disent, la taille ne te vaut pas. Quand je me couche, j'essaie de mesurer un peu. Si la personne me vaut, s'il rentre pas. Voilà. Une fois même, je me suis couché. Il pleuvait, hein, dans une tombe comme ça, comme on aime le dire, Kabourdin Kono. Il pleuvait avec la tente là, les bâches qui sont là. Il y avait du monde, la chaleur là, des gens. Je me suis endormi dedans. Après, je me suis réveillé, mais j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur vraiment. Donc, sinon, à part ça, je n'ai pas peur de me coucher. Comme s'il était en mission, l'homme du cimetière, comme on l'appelle, se soucie également de la propreté de cet endroit où reposent les morts. Il le débarrasse des immondices et tente même un reboisement. Sous son leadership, de bonne volonté ont décidé d'installer des bâches pour mettre les familles à l'abri du soleil lors des enterrements. À en croire Daouda, tout ceci est fait de manière bénévole, même s'il reconnaît que les débuts n'ont pas été faciles. Quand je venais ici au début, les gens sont allés raconter à ma maman, il faut qu'elle me parle, me donne des conseils, il ne faut pas que je vienne au cimetière, il y a des mauvais génies, je vais péter les plombs, je vais devenir fou.
Maman m'a appelé, elle m'a expliqué, non, il ne faut pas aller là-bas, il paraît qu'il y a des génies là-bas, tu es trop jeune de faire ce boulot. J'ai dit à ma maman, oui, j'ai compris, je vais arrêter. Après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est lieu-là, c'est un lieu où tout le monde passe. Ce n'est pas des génies qui sont là-bas, comme ce que vous voyez, ce n'est pas des génies, c'est des êtres humains. Et le lendemain, quand je me suis levé, j'ai vu ma mère. J'ai dit à ma maman, j'ai dit, ah maman, ce que j'ai fait là-bas, si je le fais pour Dieu, que Dieu me protège. Si je le fais pour nous, pour l'argent, pour autre chose, que Dieu me punit. Et tout ce que je vais aujourd'hui chez toi, maman, c'est ta bénédiction. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, bénis-moi seulement. Cet engagement occupe certes ses journées, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce bénévole a d'autres activités qui lui génèrent des revenus. Moi, je fais notre travail. Avant tout, je suis un artiste. Je suis un artiste comédien. Voilà. J'ai eu à travailler un peu, beaucoup, avec plusieurs associations. Voilà. Mais je n'ai pas eu la chance de voyager beaucoup. Voilà. Mais ce n'est pas parce que je suis dans ce boulot. Quand j'ai une activité, souvent j'ai mes amis aussi. Je commande des objets d'art avec moi. J'envoie ça en Europe. Ils m'envoient des sous. Et je vis un peu dedans comme ça. Après avoir passé 2 ans à fréquenter ces lieux, Daouda veut désormais mieux structurer ses activités. Il a récemment mis en place une structure dénommée Association Jeunesse Solidaire de la ville de Sia. Avec ses camarades, il compte étendre ses actions dans d'autres cimetières de la commune de Bobo-Dioulasso. De la route de Banankele-Dara à Bobo-Dioulasso, direction maintenant sur la route Sakoinse-Koudougou dans le centre-ouest. Un tronçon absolument impraticable jusqu'en juillet 2020. Il avait même été fermé à la circulation jusqu'à ce que le gouvernement lance des travaux de réhabilitation. À la fin du chantier, à peine quelques mois d'usage, l'infrastructure s'est dégradée à la surprise générale alors qu'elle n'a même pas été réceptionnée. Question donc, à qui la faute? L'entreprise Soroubat a-t-elle failli? Le ministre des Infrastructures veut voir clair dans la situation. Adama Luc Sorgo était sur le site ce jeudi. Le point de la visite avec Amadou Diko. Elle n'a même pas encore été réceptionnée. Et déjà, la route Sakoinse-Koudougou présente un visage moins reluisant. Les nids de poules ont fait leur apparition quelques mois après l'ouverture à la circulation. Le bitume s'est affaissé par endroits et des fissures sont constatées tout au long de l'axe. Le niveau de dégradation avancé de cette route suscite beaucoup d'interrogations. L'infrastructure a-t-elle été réalisée dans les normes? Qui est responsable de cette défaillance? Difficile de répondre pour l'instant puisque l'entreprise chargée de la réalisation des travaux n'apporte aucune information à ce sujet et dit s'en remettre aux conclusions des enquêtes. Pour l'heure, le ministre en charge des infrastructures, en visite sur le tronçon, veut des explications et des sanctions pourraient tomber. Ce qui est sûr, sachez que, en tout cas, lorsque les responsabilités seront situées, il y aura notamment, en tout cas, des sanctions et aussi la route sera reprise dans les normes. Nous déplorons vraiment ce que nous constatons avec tout le monde. Mais de là, comme je dis en tant que technicien, à aller vers des affirmations selon lesquelles c'est ceci ou cela qui est la cause. Une mission a été diligentée, des experts sont sur ça, ils sont en train de faire des investigations et les résultats vont sortir très bientôt. Donc ces investigations vont nous permettre sans nul doute de comprendre ce phénomène. Comprendre donc ce phénomène, c'est l'une des missions du nouveau ministre en charge des infrastructures. En ce qui concerne les allégations de pots de vin versés à certaines personnes, Adama Luc Sorgo préfère pour le moment attendre les résultats de l'expertise pour situer les responsabilités. Effectivement, ils ont tout à fait raison. Mais, comme je le dis, il faut qu'on puisse avoir les résultats d'abord de l'expertise pour situer les responsabilités, les causes probables de cette dégradation. Débuté en juillet 2020, les travaux d'exécution de la route nationale 14 ont été assurés par le groupement Soroubat pour un délai de 17 mois. Pas de retard ni de problème majeur dans l'exécution des activités du programme de résilience et de cohésion sociale au Sahel.
Ce programme financé par l'Union européenne s'exécute bien sur le terrain. Les actions ont été concrètes pour les populations, selon le consortium d'ONG porteur du programme. Qu'est-ce qui a été réalisé exactement? Élément de réponse avec Justin Amonto. 68% de taux de réalisation sur 55% de temps écoulé. C'est ce qui ressort du bilan mi-parcours de la mise en œuvre du programme de résilience et de cohésion sociale au Sahel, Progress. Un programme financé par l'Union européenne et mis en exécution par un consortium d'ONG que sont Action contre la faim, Terre des Hommes, Search for Common Ground, en plus des ONG nationales comme Tintouan et l'association paysanne Upakwe. Ces acteurs du programme, ici réunis avec les hommes de médias, soulignent que le programme mis en œuvre à mi-parcours a déjà un impact positif sur la population de la région de la Boucle du Moun et la région de l'Est, les zones d'intervention du projet. Il y a des ménages qui n'avaient rien, très vulnérables, mais aujourd'hui qui arrivent à partir de transferts monétaires et aussi des GIE qui arrivent quand même à subvenir à leurs besoins les plus fondamentaux et ils arrivent aussi à scolariser leurs enfants. Donc on peut déjà parler d'impact. Selon le coordonnateur du programme Sécurité alimentaire et moyens d'existence auprès de l'ONG Terre des Hommes Lausanne, le contexte sécuritaire du Burkina Faso rend difficile l'exécution du projet, ce qui crée encore d'autres besoins d'urgence. Il y a encore un besoin dans la zone. Surtout que la population, aujourd'hui on observe ce qu'on appelle le mouvement pendulaire des ménages, c'est-à-dire les ménages ne quittent pas, ils bougent d'une localité à l'autre. Le vrai besoin de ces ménages, c'est la sécurité. Ça, c'est d'abord la sécurité. La deuxième chose, peut-être, c'est de trouver de quoi faire vivre ce ménage. C'est le manger. Il y a les soins médicaux, il y a l'accès à l'eau. Et tout ça, ça constitue vraiment les problèmes. La recommandation que nous, on peut donner, c'est que nous devons rester vraiment très vigilants. Nous devons rester à l'écoute de ces populations. Il ne faut pas les abandonner. Dans le secteur de la sécurité alimentaire, l'on note en termes de résultats plus de 2849 ménages subventionnés pour des activités génératrices de revenus. Subventions estimées à environ 280 000 francs CFA par ménage. Au niveau des résultats, dans le secteur de la santé-nutrition, 179 905 enfants ont été dépistés sur la malnutrition et sont référencés. Débuté en 2020, le programme Progress prendra fin en 2024. Bientôt, le Burkina Faso devrait disposer de nouvelles statistiques plus fraîches sur la situation relative au travail des enfants. Les données actuelles datent de 2006, plus de 15 ans après l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, procède au lancement d'une autre enquête nationale sur le travail des enfants. Elle va s'effectuer sur toute l'étendue du territoire avant la fin de l'année en cours. Océane d'abonnés, Abdou Aziz Sari. 16 ans après la première enquête nationale sur le travail des enfants, l'Institut national de la statistique et de la démographie veut actualiser ces données. Une manière pour l'INSD de mettre à jour les indicateurs afin d'opérer une meilleure orientation des interventions en matière de lutte contre le travail des enfants. Il s'agit aussi d'orienter les décideurs dans la mise en œuvre des politiques en faveur des enfants. L'étude de 2006 avait relevé qu'au Burkina Faso, 41% des enfants exercent les pires formes de travail pour plusieurs raisons. Cette enquête se tient surtout dans un contexte de mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Et l'objectif principal, c'est de fournir des informations statistiques fiables pour l'évaluation de cette stratégie. Et aussi, cette enquête pourrait nous donner des éléments pour actualiser les indicateurs qui ont été produits en 2006. Une initiative appréciée à sa juste valeur par le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Pour le département de Bassolma-Bazier, l'actualisation de la première enquête vient en appui aux différentes actions menées pour protéger les enfants. La dernière enquête date de 2006 et depuis 2006, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées.
On a d'abord fait un premier plan d'action 2011-2015. Il y a eu une stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants que nous mettons en œuvre. Et cette stratégie doit finir en 2023. Et la réalisation de cette enquête-là va nous permettre vraiment de voir l'évolution même du phénomène. Est-ce que les actions que nous menons vont dans le sens de la protection des enfants, pour le retrait même des enfants et dans les travaux dangereux. Et ça nous permettra aussi d'avoir des informations actualisées pour mieux proposer de meilleures actions pour mieux protéger les enfants. Cette enquête se tend de novembre à décembre 2022 et va couvrir l'ensemble du territoire national. Elle bénéficie du soutien technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Avant de nous quitter, prenons les nouvelles de la campagne de sensibilisation et de vaccination pour l'élimination du cancer du col de l'utérus. L'initiative portée par la coalition burkinabé de lutte contre le cancer s'est déployée ce 16 novembre au marché de Dissiar à Ouagadougou. Justin Amonto. Au marché d'Issiar, situé dans le quartier Gounguin de la ville de Ouagadougou, la sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus s'intensifie. Devant ces usagers du marché d'Issiar, les membres de la coalition burkinabé de lutte contre le cancer parlent de vaccination et dépistage pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Le gouvernement est en train de faire des efforts, les efforts qu'il faut pour que toutes les femmes qui porteraient un cancer du col de l'utérus, malgré les deux barrières, j'ai parlé de la vaccination et du dépistage, puissent bénéficier d'un traitement qui leur permette de guérir. L'accompagnement que nous avons vraiment, c'est la sensibilisation, donner le maximum d'informations. Qu'elle sache que le cancer est là, qu'elle existe, mais qu'elle peut se soigner si on s'y prend tôt. Cette séance de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la commémoration de l'an 2 du lancement de la stratégie mondiale pour l'élimination du cancer du col de l'utérus. Selon ces acteurs de lutte contre ce cancer provoqué par le papillomavirus, la stratégie sensibilisation et dépistage a un impact positif sur la population burkinabé, qui de plus en plus adopte le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Il y a un engouement des femmes de plus en plus à venir se faire dépister du cancer du col de l'utérus. Et en plus de ça, on remarque que beaucoup de familles, que ce soit le père ou la mère, amènent leurs filles âgées entre 9 et 14 ans vers les centres de vaccination pour qu'elles bénéficient de la vaccination contre le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. La gratuité du dépistage et de la vaccination motive certaines femmes. Ça nous soulage de nous faire dépister gratuitement. Même chose pour la vaccination de nos enfants. Nous disons merci à la coalition pour cela. C'est gratuit, donc toutes les femmes, si tu brouilles et puis tu peux faire ça là, c'est bon. Je conseille toutes les femmes là de faire ça parce que c'est une maladie qui n'est pas bien. La coalition burkinabé de lutte contre le cancer veut, à travers ces séances de sensibilisation, mobiliser des centaines de femmes âgées de 35 à 45 ans à se faire dépister, mais aussi susciter la vaccination de centaines de filles âgées de 9 à 14 ans avant leur 15e anniversaire. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous nous suivez depuis Sourougou dans le Bolki MD, eh bien, soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.